hop, on se réveille. Vous êtes là? Allez, j'attends du monde un petit peu. Oui, oui, on est connecté, on n'est pas connecté, on est déconnecté. Oui, surtout en ce moment, on est beaucoup déconnecté. Alors, je me présente, Nicolas Gugliotta de la chaîne Philosophique. Voilà, je vais aujourd'hui vous parler d'une thématique qui me tient très à cœur, c'est la manipulation des foules. Ah, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter sur ça? Alors, je vais aborder la question sous un versant philosophique, spirituel et politique, bien sûr. Parce que la manipulation et politique. On a pu le voir avec Machiavel. Et dans Le Prince, donc force est de constater depuis des siècles, des millénaires, la manipulation a toujours existé, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit institutionnelle, on va dire. Alors, manipulation, du latin manipulare, ça veut dire tenir par la main, accompagner. Donc ça a une connotation plutôt bienveillante au départ. Donc on peut parler de manipulateur radio, donc c'est un beau métier, c'est un métier très honorable. Mais là, la manipulation, la vraie manipulation qui est perverse et insidieuse, ça tend à vous accompagner de manière justement insidieuse vers où ils ont envie d'aller. Donc on a pu le voir depuis des générations et des générations, et surtout depuis l'avènement de l'image virtuelle. Ça date pas d'aujourd'hui. On a pu le voir dans les années 60 avec le cinéma américain, les images subliminales, dans les cinémas où on essayait avec l'inconscient de vous faire passer un message. Et après, vous alliez consommer du Coca, du McDo, du Schweppes. On va essayer de citer plusieurs marques, sinon il faudrait... mais la liste est quand même longue. Hein. Moi, je ne vous conseille pas quand même de consommer ce genre de boissons. Revenons-en à la manipulation des foules. Alors, elle existe, comme je l'ai dit, depuis longtemps, et on ne s'en rend pas compte forcément. Donc, la technique, c'est déjà avoir une lucidité sur notre environnement, ce qui nous entoure. Donc, avoir un esprit critique, une sagacité d'esprit, la phronésis, comme disait Aristote, il parlait de phronésis dans son œuvre de l'âme. Donc, il suffit d'observer. Nous sommes dans une société où nous n'observons plus, on n'écoute plus notre entourage et surtout nous-mêmes. Dans le fameux oracle de Delphes, il y a une inscription qui disait « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. C'est Socrate qui a affirmé cette maxime. Ça veut tout dire. Connais-toi toi-même, ça veut dire si tu te connais, tu as plus de chances de connaître ton environnement. Protagoras, bien avant, disait « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme est la mesure de toute chose. Alors, vous êtes toujours présents? Toujours avec moi? Oui, oui. Jean-Pierre, Maurice, Martine, ils sont tous là, j'adore. Alors, justement, pour revenir sur la manipulation, je parlais de manipulation institutionnelle et tout un chacun, finalement, sans s'en rendre compte de manière inconsciente, on manipule l'autre. C'est pas dans un aspect néfaste, mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme, je dirais, d'atavisme, c'est-à-dire de mœurs, d'habitudes qui font qu'on a été conditionné, donc depuis des décennies, voire plus, par la manipulation. Alors là, la manipulation peut avoir son rôle important aussi. Hein. Quand on négocie des contrats, tout ça, on va manipuler. Mais quand elle devient perverse, c'est quand il y a une atteinte, par exemple, sur nos libertés, sur le peuple, sur la santé, sur la précarité. Donc sur tellement de thématiques que la liste est presque non exhaustive, je dirais. Donc quand quelqu'un qui veut manipuler, s'il a compris le principe de la bienveillance, il sait comment manipuler. Voilà. Donc dans un jargon un peu plus psychologique, c'est très à la mode, on appelle ça les pervers narcissiques. Donc c'est très à la mode, mais je ne vais pas m'attarder sur ce versant psychologique. Voilà. Donc, force est de constater à l'heure actuelle que la manipulation, elle est perverse. Je l'ai déjà dit, insidieuse. Et à l'époque, durant les guerres, tout ça, il y avait des pays qui avaient l'ingérence de d'autres pays, c'est-à-dire qui venaient de l'extérieur. Et ce que j'ai remarqué, l'ingérence est au sein de notre pays. Alors prenons maintenant l'individu en tant qu'être, en tant qu'entité. Et donc parlons de l'individu en tant qu'être, en tant que composante ontologique.
parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour comprendre le processus de manipulation, c'est savoir donc les habitudes, les mœurs, les lobbies, les loisirs. Donc tout ça, on rentre dans la sphère psychologique. On rentre dans la sphère cognitive, affective et conative. Donc conative, c'est la volonté. Donc là, on est dans les 3 instances principales de l'être humain. Alors, si on s'intéresse justement à l'être humain en tant qu'être, qui devient étant, pour reprendre des propos de Heidegger, c'est-à-dire qu'il évolue dans son être. Hein, donc, à partir de ces composantes-là, on arrive à l'intégrer dans la foule, dans la masse. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre une foule, une masse. C'est pas de manière globale, on va faire des agrégats et à partir de là, un peu comme des agrégats économiques, comme le PNB, le PIB, etc. etc. Et c'est de la sociologie finalement. Hein. Max Weber en parlait, tout ça. Donc on prend au départ l'unité et après on prend la masse. Et là on se rend compte que les interactions entre les individus, c'est un peu comme cette force centrifuge, centripète, comme ce vortex, on va dire, vous savez, ce vortex, comme vous observez justement l'eau qui coule dans l'évier, il part en sens inverse. Donc là, c'est des forces, parce que si on revient au principe de Newton, aux forces mécaniques, donc il y a des interactions. Et les manipulateurs jouent de masse, je dirais les manipulateurs de masse, jouent sur les interactions entre les individus. Donc, je vais vous citer un exemple. Demain, vous ouvrez un magasin, un commerce ou quoi, vous prenez des figurants et vous faites croire que le magasin est plein. Même si, par exemple, le restaurant est pas très bon, les gens ils vont venir parce que les gens sont attirés par la foule. La foule attire la foule. Mais ils ne sont plus dans la raison. Ils sont dans la passion triste, très bien définie dans l'éthique, de Baruch Spinoza. Donc, qui était un philosophe du XVIIe siècle, qui est né dans les provinces unies d'Hollande. Donc c'est important de dissocier l'approche rationnelle et l'approche, on va dire, tout ce qui contribue justement aux passions, parce que c'est carrément opposé. Donc le rationnel, c'est la logique, c'est la science, ça peut être l'intuition, parce que ça fait partie des deux aussi. Donc c'est pour ça que dans notre société, on se doit d'être lucide sur notre environnement. Observer vraiment ce qui se passe. Et pour justement continuer sur cette approche ontologique de l'être, donc l'être humain, il se doit de persévérer dans son être pour accomplir des choses. S'il est dénué de motivation, de volonté, il va écouter les foules, il va écouter la masse, et donc il va être dans des passions. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Et donc tout ça, ça va s'agréger, ça va colmater, on va dire, et j'utilise un peu des termes de vulgarisation, on va dire, et ça va fédérer. Mais ça peut fédérer dans le mauvais sens du terme. Voilà. Alors pour revenir sur un autre point, donc toujours dans la manipulation, donc si on remonte justement aux philosophes, à la dialectique, à la rhétorique, on va dire que la rhétorique, c'est ce qui constitue la forme d'un discours. La dialectique, c'est ce qui constitue le fond. Donc on a pu voir des orateurs comme Cicéron par exemple, vous connaissez le fameux Cicéron qui a été assassiné sous Pompée, sous Jules César, sous Marc-Antoine, qui était un brillant rhéteur, mais rhéteur c'est un petit peu péjoratif, c'était un très bon et c'était un avocat aussi. Il avait l'art d'avoir raison. Et l'art d'avoir raison, ou l'art d'avoir toujours raison, ça me rappelle Arthur Schopenhauer, dans son œuvre où il explique des stratagèmes pour avoir raison, rien qu'avec l'oralité, on va dire. Alors, il y a Hegel aussi. Hegel, on a pu le voir, c'est l'idéaliste allemand, je ne suis pas un grand fan, hein, voire très peu fan, mais bon, je ne vais pas lui dire du mal parce que le pauvre, il est déjà trépassé depuis quelques décennies. Mais lui, il maniait l'absurde, la dialectique, comme j'ai expliqué, l'art d'avoir raison. Et pour revenir à Schopenhauer, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, il parlait donc justement dans son œuvre de l'art d'avoir toujours raison, il y a une centaine de stratagèmes, et il parle de dialectique
héristique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la controverse. C'est-à-dire, on est toujours dans la controverse pour essayer d'avoir raison ou de convaincre. Donc on voit à l'heure actuelle, donc là je suis sur un versant philosophique parce que c'est ce qui me passionne depuis un certain temps. Hein. On peut voir que la philosophie justement, c'est pas que de la théorie, c'est aussi un art de vivre. On a pu le voir chez les stoïciens, on a pu le voir chez les philosophes antiques, donc du 4e siècle, 5e siècle avant notre ère. Je ne vais pas tous les déballer. Oh pardon, je croyais que j'étais... Je me suis trompé, j'ai tourné la tête là et je suis revenu vers l'écran. Parce que des fois je m'oublie un petit peu. Non mais c'est une petite blague, excusez-moi. C'est une petite blague parce que, vous voyez, si je fais comme ça, que je reviens, et là je me dis, ah mais non, je ne suis plus filmé. Donc il y a un souci, un sushi, je ne sais pas comment on dit, mais il y a anguille sur roche ou baleine sur caillou, comme on dirait. Donc allez, on va revenir sur des choses un peu plus sérieuses. Je parlais de rhétorique et de dialectique. La puissance des mots MOTS et des mots MAUX a un impact important. Alors avec l'avènement justement des réseaux sociaux, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas mon intérêt de les citer, ça a très peu d'intérêt justement, on a ajouté de l'image, on a ajouté de la vidéo, on a ajouté des gens qui bougent, des couleurs. Donc finalement on se rend compte que la forme est plus importante que le fond et que c'est la forme qui permet de manipuler plus facilement. Parce que ce sont des images qu'on va revisualiser. On est dans une constante revisualisation et là c'est notre inconscient, alors sans parler de Freud, notre inconscient qui va intégrer toutes ces images dont la conscience n'a pas accès de manière immédiate. Alors, qu'en est-il de la jeunesse? Vous les jeunes qui me regardez, les jeunes, peu importe l'âge, les jeunes vieux, les vieux jeunes, non, on va être un peu sérieux. Qu'en est-il de la jeunesse? On a pu voir depuis l'avènement donc des nouvelles technologies que la jeunesse a été abreuvée, piperonnée au smartphone, aux images virtuelles. Donc on parle de choc des civilisations, mais il y a un choc des générations, je dirais. Donc la communication qu'il y avait en temps est coupée, les liens sont coupés. C'est-à-dire que nos aïeuls nous transmettaient quelque chose. Là, ce sont les réseaux sociaux par exemple, ou d'autres formes de communication qui essaient de vous instruire. Donc, vous pensez que vous êtes instruit. En réalité, on vous amène là où ils veulent vous amener. Ils essaient de vous conditionner dès le plus jeune âge. Alors moi, je n'ai pas forcément connu, parce que j'ai 41 ans, je n'ai pas forcément connu, je suis entre deux, un peu une forme de genre de schizophrène, on va dire, hein, un petit peu morcelé dans ma tête. Oui, effectivement, on est plusieurs dans ma tête. On me le dit souvent, mais peu importe. Comme disait Alpha de Musset, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Je ne bois pas d'alcool aussi. Donc, pour en revenir à la jeunesse, la jeunesse est perclue et recluse. Elle a peur. On voit de plus en plus, on peut le voir au niveau des problèmes de santé, au niveau des diabètes de type 2. Donc là, je fais quand même une petite digression par rapport à notre thématique principale, mais elle est quand même importante. Donc, on peut voir des enfants aussi de 2-3 ans manipuler des tablettes, par exemple. Donc, je ne suis pas là pour faire culpabiliser les parents, bien sûr, mais ce n'est pas normal dans le processus de développement. Si on écoute Françoise Dolto, Mélanie Klein, donc des spécialistes, donc des pédopsychologues, on va dire, c'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel est nocif sur le long cours, et nocif sur le long terme. Alors on a l'impression que cette jeunesse est droguée. Elle est droguée par des images. Même si les jeunes, comme toutes les générations, moi le premier, on a essayé des substances, tout ça. Mais après on s'est dit j'arrête parce que je me suis amusé. Là non, au contraire, ça reste ancré dans votre partie, dans votre développement cognitif. Et c'est là où c'est dangereux, c'est là où c'est pervers. Alors je m'explique. Pervers pourquoi? Pervers pourquoi? Car vous n'avez plus de notion avec le réel.
le réel. Vous oubliez le réel, c'est-à-dire que vous êtes conditionné par la virtualité, on va dire, et un idéalisme. On peut voir justement sur les réseaux sociaux le culte du corps, par exemple, l'intelligence, toutes ces thématiques qui nous font rêver, on va dire entre guillemets. Mais on croit que ça nous fait rêver, c'est parce qu'on nous a donné, on nous a fait croire que tout ça nous faisait rêver, finalement. Et quand vous voyez tous ces gens-là, ils ne sont pas si heureux que ça, parce que j'en connais qui étaient acteurs, qui ont fait des téléréalités, et ils ne sont pas si heureux que ça. D'ailleurs, ils consomment des substances pour essayer parce qu'il y a une souffrance interne, hein, il y a une perte d'identité. Et je reviendrai un peu plus tard sur la perte d'identité, la perte de repères qui n'est pas seulement juvénile, mais qui s'attaque à l'homme dans son entièreté. Oui, alors j'ai oublié le plus important, j'espère que vous n'avez pas oublié le message. Ce que je voulais dire par rapport à la jeunesse, c'est que dès le plus jeune âge, on vous conditionne à être des robots, à être mécanisés. Et vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, imprégnez-vous bien du message que je viens de vous faire passer, parce qu'il est très très important. Alors, qu'en est-il donc justement de la démocratie, la République? Parce que c'est des termes qu'on entend, qui sonnent pratiquement tous les jours, à l'heure de l'info, les politiques. Alors, pour faire un petit rappel, la République c'est res publica, de res publica qui veut dire la chose publique. Et démocratie, donc démos, le peuple, et kratos, donc en grec, c'est le pouvoir. Donc, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, tout simplement. Et là, on se rend compte finalement que, on n'est pas dupe, je ne suis pas dupe, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons jamais été en démocratie. À part peut-être la première démocratie athénienne sous le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc sous Périclès. Mais bon, je n'étais pas encore né. Donc, on se rend compte que nous sommes gouvernés par un oligarque. Donc, ça me rappelle la monarchie. Donc, un certain Louis XVI à qui on a coupé la tête, ainsi que toute sa famille. Donc, finalement, l'histoire est une boucle, est un cycle. C'est comme les saisons, il y a tout qui revient. Parce que finalement, après avoir coupé la tête du soi-disant pire roi de France, parce que Louis XIV était bien pire, on se rend compte que ça aboutit sur un empire. Et sur un deuxième empire, donc avec Napoléon III. Donc c'est quand même assez paradoxal. Donc, pour revenir donc oligarques, les plutocrates, donc toujours avec la particule kratos et pluto, donc c'est ceux qui sont là, le pouvoir par l'argent. Donc ça on peut le voir avec les riches de la Silicon Valley, les grandes usines, les grandes sociétés. Il y a aussi les timocrates. Alors ça c'est un terme très peu connu, mais Platon en parlait dans son œuvre de la République. Donc toujours pareil, la particule donc, kratos, pouvoir, et timon, c'est donc le pouvoir par intérêt du pouvoir. C'est-à-dire qu'on s'adonne à la politique, on passe par la politique pour avoir une certaine place dans la société. Donc peut-être une fragilité narcissique pour ces gens-là qui s'adonnent à ce plaisir-là. Après, il y a beaucoup de termes qui finissent. Je ne vais pas tous les définir finalement. Là, c'est vrai que je vais vous parler un peu de quelque chose qui nous concerne un peu plus, c'est l'éthique et la morale. Voilà. Et l'éthique et la morale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment à cœur, parce que on nous fourvoie avec ces termes-là. Donc, à l'heure actuelle, on établit des lois votées par des parlementaires. Donc, on se base donc sur une morale. Mais il ne faut pas oublier que la morale, elle se construit par l'éthique. Donc l'étymologie de l'éthique au sens propre, au sens noble du terme, ce sont les us, coutumes, habitudes. On se rend compte que finalement on n'observe pas assez la société, elle devrait observer avec l'œil d'un philosophe, l'œil d'un anthropologue, l'œil d'un psychologue, d'un sociologue, d'un ethnologue, d'un éthologue, d'études des comportements. Donc on se rend compte que finalement on n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas
l'éthique, ses habitudes, ses mœurs, parce que entre chaque civilisation, elle est différente. Donc on s'adapte au peuple. Et c'est ça une véritable démocratie. C'est s'adapter à ses coutumes, à ses us, coutumes. Et Frédéric Nietzsche en parlait très bien, il avait créé un terme qui s'appelait la moraline. Donc on peut voir actuellement qu'on est une société, du moins les institutions, les politiques, font culpabiliser le citoyen. C'est très d'actualité, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que pour moi c'est une petite goutte d'eau par rapport à ce qui va suivre. Il parlait de moraline, c'est-à-dire que c'est pas les moralistes du XVIIe siècle comme La Rochefoucauld, les Chamfort, eux c'était des artistes, ils avaient du talent. Là on fait culpabiliser le peuple, le citoyen, et donc les gens se confortent dans leur frustration. Et ils croient qu'ils ont tort finalement surtout. Et ils perdent leur repère et ils arrivent même à tel point qu'ils pensent qu'ils sont idiots. En réalité, ils ont été manipulés par tout ça. On les fait culpabiliser. Et alors, il y a peut-être l'héritage judéo-chrétien aussi avec les 7 péchés capitaux, mais bon, c'est après le Premier Testament, donc c'est venu bien après, l'avarice, la gourmandise, etc., etc. Vous les connaissez, on les cite souvent dans beaucoup de films. Donc il ne faut pas que vous figiez à tout ça. Il faut déjà que vous vous appreniez à vous connaître. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre à mieux connaître son environnement. Alors au sujet de la manipulation des foules, donc, ou des masses, des moutons de Panurge, comme Rabelais en parlait très bien, donc au XVIe siècle, donc déjà ça fait quand même pas mal de temps. Même le général de Gaulle parlait des Français sont des veaux, hein. Donc il ne mâchait pas ses mots et quand il a dû démissionner de par son référendum, il a fait. Donc beaucoup de politiciens devraient en montrer l'exemple, quoi. Donc voilà, mais quel est le but de la manipulation? La manipulation, déjà je vais dire une citation, plutôt une maxime de Platon qui disait, alors c'est une maxime bienveillante quand même, parce qu'il disait, si tu veux connaître ton peuple, apprends sa musique. Donc vous avez tout compris, si vous connaissez bien le peuple, on va dire dans les grandes lignes, vous arrivez à le manipuler. Le but de la manipulation, c'est d'en faire des robots. La Métrie en parlait très bien, donc un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, l'homme-machine. Il parlait de l'homme-machine déjà au XVIIIe siècle. Donc c'était un matérialiste, dans le courant de pensée matérialiste. Descartes aussi a parlé aussi d'hommes robotisés. Alors n'utilisez pas ce terme, hein, c'est un anachronisme que j'utilise bien évidemment. Quel est le but? Le but, c'est le pouvoir, c'est la domination. On peut le voir dans la nature finalement. Dans la nature, il y a des prédateurs et des gens qui sont des animaux, des espèces. Mais, comme disait Aristote, l'homme est un animal social. Je dis bien, l'homme est un animal social. Alors, j'adore les animaux, je ne veux pas de procès, Brigitte Bardot, etc. J'adore les animaux, mais à la différence des animaux, c'est que nous avons une raison. Et donc, le but de la manipulation des foules, c'est de faire déraisonner les gens, de ne plus voir le réel, d'être dans un microcosme ou des microcosmes et faire, comment dire, que l'analyse, l'approche discursive, donc c'est l'analyse, tout ce qui est discursif, c'est l'analyse. On nous empêche d'analyser, de douter, de critiquer aussi, on se doit de critiquer. On a pu le voir dans des sujets d'actualité concernant la science, la médecine. Si je parle d'épistémologues, philosophes comme Gaston Bachelard qui avait écrit La formation de l'esprit scientifique, donc il dit bien que dans cette œuvre, qui n'est pas évidente du tout à lire, c'est qu'on arrivait à manipuler les gens. Donc il y avait des illuminés qui inventaient des thérapeutiques et qui faisaient soigner beaucoup de gens. Et ils arrivaient à convaincre. En réalité, pour manipuler, plus quelque chose est gros, plus on arrive à manipuler la chose. Napoléon Bonaparte en parlait très bien. Et là, on revient à la notion de démagogie. C'est-à-dire, on essaie de faire croire qu'on va dans le sens du peuple, mais en réalité, on lui plante un couteau dans le dos.
Alors, la difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces images. Donc, on a rajouté au sens, donc à nos 5 sens, plus de dissonance. Plus de... Donc là, je vais utiliser un terme de psychologie, de dissonance cognitive. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle pensait être bien pour elle, finalement, on l'a mis en opposition avec ce qu'elle voulait faire réellement. Carl Rogers en parlait très bien aussi, qui était un psychologue du milieu du XXe siècle. Il parlait de notion de congruence et d'incongruence. Donc l'incongruence, c'est justement cette capacité, ou je devrais dire cette incapacité à être dans la congruence et d'être soi-même, dans son vrai self, et non dans son faux self. Donc là, je pars sur un versant psychologique. On peut parler aussi d'Abraham Maslow, le célèbre Abraham Maslow, qui a beaucoup de marketeurs, donc de gens de la communication, tout ça, se sont inspirés. On connaît la fameuse pyramide des besoins de Maslow, avec, donc c'est quand un besoin est satisfait, on passe à un autre besoin. Donc au départ, c'est un besoin physiologique, donc de se nourrir par exemple, de boire de l'eau, afin d'éviter de se déshydrater. Il y a le besoin de sécurité, il y a le besoin d'appartenance à un groupe. Et c'est là où je mets l'accent, l'appartenance à un groupe. C'est-à-dire que les gens, après quand on va au-dessus, il y a l'estime de soi et il y a la réalisation de soi. Mais là on stagne, on veut vous faire stagner à l'appartenance à un groupe pour mieux vous manipuler. Parce que si vous arrivez à vous transcender, à vous sublimer, c'est-à-dire à passer cette étape d'appartenance à un groupe, vous n'êtes plus manipulable. Vous n'êtes plus manipulable parce que vous êtes lucide sur vous-même, vous avez un recul. Voilà. Et donc il faut arriver à... Descartes en parlait et il a inventé le terme de tabula rasa, donc faire table rase du passé. Il est important de faire table rase du passé et les manipulateurs ont tendance à vous faire culpabiliser, à vous faire « oui, souviens-toi ce qui s'est passé, souviens-toi, on a des responsabilités par rapport à tel événement historique » alors que moi, personnellement, je suis né en 1980, j'étais pas né, donc je ne me suis pas responsable des massacres, des tragédies, des goulags, de choses qui sont passées il y a 70, plus de 80 ans. Donc on fait encore culpabiliser. Et c'est-à-dire que, pour utiliser encore un terme Nietzsche, les gens sont dans leur ressentiment et dans le nihilisme. Donc qu'est-ce que le ressentiment? C'est une souffrance qu'on a vécue, peut-être pas directement, mais qu'on cesse de cultiver. Et donc finalement on est toujours dans la haine. Et le but à l'heure actuelle, dans la manipulation des foules, c'est de diviser pour mieux régner. Donc fameuse phrase très célèbre, diviser pour mieux régner. Il parlait aussi de nihilisme. Alors, auparavant, Tourgueniev, qui était un écrivain russe, parlait de nihilisme. Mais la définition de Nietzsche est tout aussi différente. Le nihilisme, finalement, c'est oublier ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pour faire lapidaire, pour faire simple, pour faire trivial, on va dire, c'est-à-dire que on est dans le déni du passé. On est dans le déni de tout ça. Et on essaie de faire un lavage de cerveau et d'éviter donc que les gens raisonnent par eux-mêmes. Donc ils ne fonctionnent plus avec l'intuition, ils ne fonctionnent plus avec la raison, mais ils fonctionnent avec la passion. Et la passion, vous voyez dans un couple très passionnel, qu'est-ce que ça peut faire? C'est très manichéen dans l'approche, parce que je t'aime, moi non plus, je te déteste, je t'aime. Donc le but de la manipulation des masses, c'est d'en arriver là. Alors, pour continuer sur ce point et peut-être terminer sur cette partie, il y a 3 instances psychologiques, on va dire. Donc il y a l'approche cognitive, affective et conative. Je m'explique. Le manipulateur ou la manipulation de masse va jouer sur ces 3 instances psychiques. La première, donc cognitive, pardon, excusez-moi, j'ai fait un doigt, c'était involontaire. Ouh là là, on va me... Alors, l'approche cognitive, le cognitif, c'est quoi? C'est l'apprentissage, l'intelligence, tout ça, ce qu'on vous apprend. Ça revient à ce que je vous ai dit précédemment sur la formation de nos jeunes têtes blondes. Donc, on va leur donner des informations, ils vont l'intégrer et ils n'arriveront pas à se sortir, ils vont être lobotomisés par ça. Donc là, on est sur le versant cognitif. Après, il y a le versant affectif. Le versant affectif, on rentre aussi sur ce que j'ai dit sur la notion de culpabilité. On va faire peur.
on va mettre les gens en colère, on va essayer de les désunir, qu'ils se battent, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc l'affectif a une part importante. Si vous voulez atteindre quelqu'un, vraiment, par les mots, vous jouez sur l'affectif. Et pour finir, le conatif ou le conatus, et là c'est Spinoza qui en parlait, c'est la volonté. Et la volonté, c'est la pierre angulaire de tout, parce que c'est ce qui vous fait avancer. Si vous n'avez pas de volonté, vous n'avancez en rien. Donc là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on arrivait à déclencher cette volonté, mais à votre insu. Ça revient à la notion de congruence et d'incongruence. C'est-à-dire que le vouloir vivre, comme définissait très bien dans Le Monde comme volonté, comme représentation Schopenhauer, c'est une œuvre de 1600 pages. Hein. Je vous le conseille, mais il faut du temps. Hein. Je ne l'ai pas encore fini, il me reste 400 pages. et donc c'est le vouloir vivre. Mais c'est le vouloir vivre, pas le vouloir vivre, le fait de bien vivre, c'est d'essayer d'être dans la survie. C'est un vouloir vivre, une volonté de survie, qui ramène à la passion. Donc, ces trois instances que je vous ai décrites, finalement, elles se rejoignent, elles s'imbriquent. Et quand vous mettez en interaction des gens, là, c'est le cocktail Molotov. C'est vraiment le cocktail Molotov. Il est très facile de manipuler des gens. Très, très facile. Moi, dans un futur, on va dire, très, très proche, j'ai vendu des maisons. Demain, je peux être capable de vous vendre n'importe quoi, je vous dirais. Presque un vaccin, même, je vous dirais. Je peux vous vendre un vaccin assez facilement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de vaccin, mais parce que en ce moment on en parle de vaccin, je ne sais pas, bon bref. Voilà. Mais donc pour revenir à la manipulation, observez votre environnement, écoutez-vous, faites confiance, et pour reciter donc la fameuse maxime de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Alors, là c'est la librairie. Je vais vous montrer donc conseil de lecture, peut-être que vous l'avez déjà lu, George Orwell, 1984, donc écrit au milieu dans les années 50, c'est un journaliste britannique. Je vous conseille avec l'histoire du Brother, etc. Légèrement plus tard, donc Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Je vous conseille fortement. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, je vous conseille de lire ces livres. Puis Épictète, donc qui est un stoïcien du 1er siècle après notre ère. Stoïcisme, vraiment une philosophie très pratique. Vous avez Jacques Ellul, La parole humiliée, c'est un historien, et donc il vous parle d'images, mais je préfère que vous le lisiez et que vous fassiez votre opinion. Ensuite, le célèbre Nicolas Machiavel, tiens, il a le même prénom que moi. Voilà, le prince. Ah, le prince, ça me rappelle un petit prince, pas celui de Saint-Exupéry. Puis, nous avons l'éthique de Baruch Spinoza. Donc là-dedans, il parle de la servitude humaine, de notre liberté, de notre libre arbitre. Voilà, je ne vais pas rentrer plus, mais c'est à lire. Ensuite, mon grand chouchou, Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale. Donc, il hystérocise la morale, comment elle était construite. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc la moraline, il parlait de moraline. Ensuite, Thomas More, donc qui a été condamné. Donc lui, il parlait de liberté et il s'est créé un monde, donc utopie. Donc c'était au 15e, 16e siècle. Donc c'est un Britannique. Ensuite, là on va plus vers les États-Unis. Henry David Thoreau, qui était un journaliste qui a écrit ça. Donc par rapport à la guerre, et il a condamné justement en écrivant et en étant dans l'action aussi, en restant dans le pacifisme, la désobéissance civile, et il a inspiré d'ailleurs Martin Luther King, Gandhi et d'autres personnalités qui se sont battues pour la liberté. Et vous avez Paul Valéry, qui était né à Sète, donc pas très loin de chez moi, regard sur le monde actuel, donc il y avait une vision très épurée, très fine, une écriture pas évidente, mais je vous le conseille. Voilà, alors j'ai beaucoup d'autres livres à vous conseiller, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Déjà, vous avez vu ce que je vous ai proposé, et étudiez, et soyez curieux,
de votre environnement, de votre entourage. Et voilà, et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.